Le monopole, deuxième partie. S'il existe des coûts fixes très élevés, on peut se trouver dans une situation où une seule entreprise détient le monopole sur un bien parce qu'elle était là avant les autres. On parle alors d'un insider et cette entreprise, cet insider, exerce un monopole de fait. La question qui vient ensuite, c'est qu'est-ce qui empêche les concurrents de venir dans cette branche pour produire et offrir le même bien afin de capter une partie de la rente de monopole, puisque nous avons appris depuis Ricardo que, bien sûr, ce sont les profits élevés qui attirent les investisseurs dans des branches et donc les nouveaux capitaux et qui permettent de stimuler la production. Eh bien, les possibles concurrents sont en fait dissuadés de tenter de produire ce bien en raison du niveau très élevé des coûts fixes. Mais si, malgré tout, un concurrent décidait de se lancer dans cette production et d'entrer dans la branche, au prix d'investissements énormes, eh bien, il n'y aurait d'autre choix que de produire des quantités importantes pour être en mesure de proposer lui aussi un prix suffisamment bas. Et donc, il y aurait à ce moment-là une guerre des prix entre l'insider et l'outsider. Et donc, ces deux producteurs perdraient tous les deux de l'argent en inondant le marché avec des biens proposés aux consommateurs pour un prix très faible ou le plus faible possible par rapport à son concurrent, chacun cherchant à évincer l'autre entreprise par une guerre d'usure. Le risque étant alors que les adversaires, pour éviter cette guerre d'usure, s'entendent sur les prix pour se partager la rente de monopole et pratiquer un prix bien supérieur au prix concurrentiel. Or, de telles ententes sont interdites par la loi. Historiquement, que s'est-il passé au cours du XXe siècle? Nous avons assisté dans l'industrie à une hausse très importante de la taille et du prix du capital productif. Bien sûr, c'est l'essor des industries lourdes dans tous les secteurs et des infrastructures en réseau. Les cas où les rendements sont croissants et donc les coûts marginaux et moyens décroissants donc ne sont pas exceptionnels, ils sont légion. Donc les cas où devraient émerger des monopoles sont très fréquents. Et tellement fréquents qu'un débat important a eu lieu au XXe siècle et a consisté à savoir si nous étions désormais entrés dans le capitalisme monopoliste. Dès les années 1920, l'économiste italien Piero Sraffa a noté ces réalités. Sraffa, lui, était un économiste italien, mais il était installé à Cambridge et il est devenu plus tard le plus grand spécialiste de Ricardo. Et donc Sraffa a considéré dans un article très célèbre en 1926 qu'il y avait en fait beaucoup d'arguments qui montraient en réalité l'inadéquation définitive de la théorie de la concurrence imparfaite, parce qu'en réalité, les infractions à cette théorie sont tellement fréquentes qu'il n'est pas correct de raisonner en termes de concurrence parfaite si on veut comprendre comment fonctionne vraiment le monde. Bref, que peut-on retenir de cette analyse du monopole du point de vue de l'action publique? Une solution proposée pour contourner la sous-optimalité du monopoleur privé consiste en ce que l'État lui impose de produire une certaine quantité pour un prix correspondant, par exemple à son coût moyen. Dans ce cas, la quantité produite est plus importante, mais le profit du monopoleur sera nul, ce qui ne lui permettra pas d'investir. On se retrouve donc dans un optimum de second rang, et ça n'incitera pas non plus les agents privés à investir dans ce secteur. La puissance publique devra alors assumer la production de ce type de biens en proposant diverses tarifications possibles. Par exemple, si on veut équilibrer le budget du monopoleur et lui permettre de faire un profit, on peut imposer au monopoleur de pratiquer un prix fondé sur son coût moyen plus une marge. Et donc il y a une erreur sur la diapo, il ne faudrait pas écrire prix moyen, il faudrait écrire coût moyen plus marge, avec toutes mes excuses. Et si l'on souhaite garantir un très large accès au public, aux biens considérés, on peut choisir de pratiquer un prix inférieur au coût moyen, et non pas prix moyen sur la diapo, toutes mes excuses à nouveau pour cette erreur. Donc pratiquer un prix inférieur au coût moyen, voire pratiquer la gratuité et reporter tout ou partie du financement sur le budget de l'État, donc sur l'impôt.
Indépendamment de la question des coûts fixes, signalons qu'il existe ce que l'on appelle le monopole légal, dont l'existence est liée à la notion de service public. Les activités marchandes sont alors exclues de certains domaines pour des raisons morales ou politiques. L'État restreint alors la concurrence sur un marché donné afin d'atteindre un objectif donné, aménagement du territoire, bien stratégique, que sais-je encore. Le monopole légal peut prendre la forme d'une licence d'exploitation exclusive accordée à un agent privé, ou celle d'un monopole public opéré par la collectivité elle-même. Qu'en est-il de l'expérience historique? Que s'est-il passé dans la plupart des pays capitalistes avancés au XXe siècle sur ces questions? Nous avons assisté à la formation de grandes entreprises publiques nationales à partir de l'entre-deux-guerres, notamment comme réponse pragmatique à la crise des années 1930. Ce mouvement de formation de gros monopoles publics dans tous les secteurs s'est généralisé après la Seconde Guerre mondiale, notamment en France. Ensuite, à partir des années 1980, tout change, notamment sous l'impulsion des institutions européennes, fondées sur l'idée d'une promotion de la concurrence, et sous l'impulsion des grandes institutions internationales comme le FMI et l'OCDE. On assiste donc à partir des années 1980 à un vaste mouvement de privatisation de ces monopoles publics qui s'étaient formés dans les années 30 et après-guerre, pour les remplacer par des oligopoles privés plus ou moins stabilisés sous la surveillance d'instances para-étatiques telles que l'autorité de la concurrence. Aujourd'hui, dans la décennie qui s'ouvre, sommes-nous à la veille d'une vague de renationalisation et d'étatisation. Après la crise mondiale économique et financière de 2008-2009 et la décennie perdue en 2010, à partir de 2010, à tenter de réduire la dette publique par des politiques d'austérité, la crise sanitaire a provoqué un effondrement de l'activité tellement gigantesque en 2020 que rien de tel n'avait jamais été enregistré dans nos statistiques. L'État est revenu en force dans tous les domaines pour faire face à l'urgence, mais aussi pour relancer l'économie et même peut-être pour à nouveau tenter de planifier son développement à long terme face à l'urgence climatique. Quelles que soient les formes institutionnelles retenues, nous assisterons sans doute à un retour des entreprises et monopoles publics ou sous délégation de services publics.